Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Donc pour comprendre Stonehenge, comme je vous disais, on va encore changer d'échelle, on va quitter la plaine de Salisbury, on va quitter même la Grande-Bretagne, comme je vous ai dit, on va essayer d'aller plus loin. Parce que ce qu'on observe ici, encore une fois, les cercles de pierre, des tumuli, des enceintes monumentales, c'est pas un phénomène isolé. En fait, c'est vraiment une manifestation locale d'un mouvement beaucoup plus vaste qu'on appelle le mégalithisme. Lith, la pierre, méga, grande, donc les grandes pierres. Un phénomène qui apparaît brusquement, visiblement, vers 5000 ans avant notre ère, et qui se déploie à travers toute l'Europe occidentale, mais aussi bien au-delà. Ouais. On retrouve des monuments comparables en Bretagne, en Irlande, en Espagne, mais aussi en Afrique, en Asie, jusqu'en Polynésie, figurez-vous. Partout, des sociétés différentes, des cultures différentes, et pourtant toujours une même idée, ériger des pierres monumentales. Comment est-ce qu'on peut expliquer une telle convergence ? Les questions, est-ce qu'ils se sont croisés ? Est-ce qu'ils se sont parlé ? Ils parlaient quelle langue ? Est-ce qu'ils se sont appris les uns les autres ? On n'en sait rien. Parce que ça, c'est un des grands mystères de la préhistoire. Parce que ces constructions supposent des moyens considérables. Il faut savoir déplacer des blocs de plusieurs tonnes. Il faut savoir creuser des fossés gigantesques. Il faut savoir ériger des structures durables. Et ça nécessite des dizaines et parfois même des centaines d'individus. Mais surtout, ça suppose, et c'est le mot le plus important finalement, ça suppose une organisation, une coordination, une hiérarchie. En bref, un projet commun, une société. Autrement dit, ces monuments sont le reflet de sociétés qui sont déjà profondément structurées. Et ça change complètement notre regard sur ces époques que l'on pensait entre guillemets, homme des cavernes. Et tout ça n'est pas un hasard. Le mégalithisme apparaît dans un contexte très particulier, celui de la néolithisation. Lith, on retrouve lith, la pierre, néo, la nouvelle, la nouveauté, le néolithique. L'humanité cesse progressivement d'être nomade, elle s'installe, elle cultive, elle élève, et avec cette sédentarisation, vous l'avez appris à l'école, on l'a tous appris à l'école, mais c'est pas mal de le rappeler. Ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant. Avec cette sédentarisation, tout change. C'est là que tout change. Le rapport au temps, le rapport à l'espace et surtout, je le disais au début, le rapport à la mort. Parce que désormais, les hommes vivent et meurent au même endroit. Ils ne disparaissent plus dans un ailleurs indistinct, on va dire, ils restent et il faut leur faire une place. Et c'est là qu'intervient la pierre. La pierre, contrairement au bois, vous savez, vous en doutez, ne pourrit pas. Elle résiste, elle dure, sans jeu de mots. En quelque sorte, la pierre devient le matériau de l'éternité. Dans l'imaginaire néolithique, elle est même perçue comme peut-être une extension de la terre en elle-même. C'est les os de la terre, en quelque sorte. Construire en pierre, c'est pas seulement bâtir, c'est inscrire dans le monde une présence durable. C'est donner aux morts une existence qui dépasse le temps. On est presque dans la philosophie, c'est complètement dingue. Et quand l'histoire et la philo se rencontrent, moi j'adore. Mais cette symbolique va plus loin finalement. Le cercle omniprésent dans ces constructions va jouer lui aussi un rôle fondamental. Le cercle délimite, le cercle protège, le cercle sépare aussi. Il trace une frontière entre deux mondes, celui des vivants, j'ai mis de ce côté-là depuis le début, donc celui des vivants, et puis celui des morts. Entrer dans un cercle, c'est pas simplement changer de lieu, c'est changer de statut. C'est passer d'un espace profane à un espace sacré, d'un monde à un autre. Mais alors, pourquoi un tel gigantisme ? Pourquoi mobiliser autant d'énergie pour construire des monuments qui, en apparence, n'ont aucune utilité pratique ? Bonne question, et la réponse est double. D'un côté, il y a le sacré.
Ces monuments sont des lieux de culte qui sont liés à la terre-mère, à la fécondité, au cycle de la nature, à la mort et à la renaissance. Ils servent à maintenir un équilibre, à garantir en fait une sorte de continuité. Vous savez qu'on pense beaucoup à la métempsychose, au fait que l'esprit va revenir, etc. etc. Ça va donner un sens à l'existence. Mais de l'autre côté, il y a aussi le pouvoir, parce que ces constructions sont aussi des démonstrations, depuis tout temps, hein, c'est celui qui a la plus grande. Des démonstrations de force. Elles montrent qu'un groupe est capable de mobiliser des ressources, d'organiser des travaux, de maîtriser des techniques. Elles affirment une domination, ses limites phalliques. Mais c'est de tout temps, et ça existe encore. Si vous regardez la Défense à Paris, si vous regardez New York, les gratte-ciel, etc., c'est à celui qui a la plus grande tour. Si vous allez à San Gimignano en Italie, c'est la même chose. C'est pareil, de tout temps, c'est celui qui aura la plus grande, la plus forte. C'est comme ça. Parce que l'élite se distingue. Une élite qui contrôle à la fois le religieux et le politique, et qui inscrit cette domination dans la pierre. On comprend alors que ces monuments ne sont pas seulement des lieux de culte, ce sont des instruments de cohésion, mais aussi des instruments de pouvoir. Et là, le mot est lâché. Dans toute société, il y a cette logique-là. Et c'est cette logique qui est d'autant plus forte que ces sociétés ne sont pas isolées, en fait. Ces sociétés interagissent, elles échangent, elles se comparent, et parfois, oui, elles entrent en concurrence, elles se tapent dessus. Construire plus grand, encore une fois, plus impressionnant, plus durable, plus que le voisin, hein, les églises c'était pareil, etc. etc. C'est la même chose, hein, c'est la plus haute. Hein. C'est aussi affirmer sa supériorité. Dans ce type de contexte, Stonehenge apparaît sous un jour nouveau. C'est plus seulement donc un sanctuaire, c'est le produit d'un système, un système où se mêlent croyances, techniques, technologie, j'allais dire, hiérarchie sociale et rivalité entre groupes. Un système qui dépasse largement le cadre local et qui inscrit Stonehenge dans une dynamique de civilisation. Mais alors, si Stonehenge est à la fois un centre religieux, un symbole de pouvoir et la pièce d'un réseau plus vaste. Ok, on est content, mais qu'est-ce qui s'y passait concrètement? Qui étaient les hommes et les femmes qui étaient associés à ce lieu? Et surtout, quel type de mort méritait d'y être honoré? Parce que tous, évidemment, ne pouvaient pas y accéder, sinon il aurait fallu 800 km de large. C'est peut-être là que se trouve l'une des clés du mystère.